Ça marche pas. Bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureuse, mais en même temps très émue de présenter cette lecture-concert. Un immense merci à Karine et au Dragon de Grenoble d'accueillir ce type d'expérience. Donc je suis entourée de John Motta, guitariste, de Malan Mallet, chanteur, et de Sylvain Prudhomme, écrivain. Et en même temps vous raconter. Sylvain est l'auteur de ce livre, Les Grands, qui est paru chez Gallimard dans la collection L'Arbalète à l'automne. Et la lecture concert à laquelle vous assistez est particulière, extrêmement particulière et très rare, puisque John et Malan sont des véritables personnages du livre et ils vont jouer leur rôle, jouer tout court et jouer leur rôle. Alors Sylvain, dans ce livre, raconte l'histoire d'un groupe totalement mythique de la Guinée-Bissau, qui est le Super Mama Jambo, dont faisaient partie John et Malan. Et il raconte aussi, vous allez le voir, une page de l'histoire politique de ce pays. Et comme le temps est le thème cette année du printemps de Grenoble, vous allez vous réveiller dans quelques instants, en 2012, à l'heure de la sieste, aux côtés d'un des personnages principaux du livre qui s'appelle Couteau, qui est un membre du groupe et qui vient d'apprendre la mort de son amour de jeunesse, de son éternel amour de jeunesse, Dulce, qui a une voix complètement inoubliable et qui était la chanteuse du Super Mama Jambo. Et vous allez vivre juste le temps de cette fin de sieste et d'une nuit en Guinée-Bissau qui tend vers, d'un côté, un coup d'État et de l'autre, un immense concert hommage à Dulce du Super Mama Jambo reconstitué. Voilà. Bonne soirée. On terminera par une petite rencontre avec le musicien et l'auteur. Zé, au téléphone, avait dit ces deux mots le plus doucement qu'il pouvait, en faisant tout son possible pour les rendre moins coupants. Imuri, Couteau, elle est morte. Répétant Imuri, comme s'il avait craint que les deux mots n'aient pas suffi la première fois, comme s'il avait eu besoin lui-même de les dire à nouveau. Couteau, tu m'entends? Tu ne dis rien. Couteau avait regardé la lumière de l'après-midi s'engouffrer par la petite lucarne de la chambre au sol couvert de lino, sans âge ni couleur,
Regardez les paillettes de poussière suspendues dans le rayon de soleil, et le plafond pourri d'humidité, et les restes de bougies fondues sur le rebord de la fenêtre, le pot d'encens continuant de répandre son odeur âcre à côté du lit. Ses yeux avaient rencontré ceux d'Esperanza, allongée nue près de lui, et instantanément il avait su qu'elle devinait. Il l'avait vu replier les jambes, remonter le drap sur le triangle de son ventre, comme sur quelque chose d'obscène à présent, s'enfoncer dans le lit en fermant les yeux. Esperanza, tu es comme les chiens qui se terrent avant l'orage, avait pensé Couteau. Tu es bouleversante comme les bêtes qui sentent venir le tonnerre, et longtemps avant les premiers grondements, se pelotonnent contre les murs, comme s'ils voulaient disparaître dans les parois de boue et de paille. Esperanza, nous n'étions que caresses et bouches et jambes mêlées, n'écoutant que notre faim l'un de l'autre, et nous voilà immobiles maintenant, ce drap remonté sur nous, froids tous les deux dans ce lit, toi et moi côte à côte. Couteau, avait continué de dire Zé au téléphone, et à présent sa voix était lointaine et réelle, tout semblait suspendu alentour. Couteau avait rapproché, s'était allongé. Esperanza s'était approchée de lui, avait passé la main dans ses cheveux, caressé lentement sa tête et ses tempes, posé la main sur sa hanche comme une amarre, une façon de lui dire « je suis là, je te tiens ». Esperanza de grâce, Esperanza qui savait nommer chaque cheveu blanc de son crâne et le baptiser de noms glorieux, de noms de brave, mon couteau grisonnant et fou, mon vieillard noir et beau, mon mandingue blanchi par les ans qui aura bientôt l'air d'un sage et qui n'est toujours, Dieu merci, qu'un gamin. Son haut et sa jupe étaient là par terre à côté de leur slip abandonné sur le lino, affaissé, dérisoire, boule de linge informe. Dehors, la ville se réveillait de la sieste. C'était l'heure où la chaleur a passé son pic. Le soleil commence à décliner, la lumière redevient douce. Partout, les rues reprenaient couleur. La terre plus rouge entre les racines dénudées, la mousse plus dorée aux façades, le feuillage des manguiers plus vert. Couteau et Esperanza étaient sortis de la petite chambre. Les voisins les avaient vus se frotter les yeux, rajuster leurs habits. Couteau levait le bras pour arrêter un taxi dodelinant parmi les nids de poules. Saturnino Baio, dit Couteau. Mélange d'anciennes gloires grisonnantes et de branleurs impénitents, auxquels sa fierté interdisait de s'abaisser à travailler plus de quelques heures par jour, quelques jours par mois. Seigneur invariablement désœuvré, invariablement fauché, mais qui n'avait qu'à trimballer son pas usé par les rues pour que tous les regards s'arrêtent sur lui. Couteau, le doutour di viola, le grand docteur de la guitare. Couteau le Dun, le grand patron. Dun di che, patron de quoi? Dun di todo, patron de tout. Dun di nada, patron de rien du tout. Dun di fomi, le putain de patron de la dalle au ventre. Le soleil arrivait d'en face et l'obligeait à plisser les yeux. Il marchait raide, le pas imperceptiblement cassé. Il avait mal aux genoux, mal à ce fichu dos qui le lançait par moments, comme si on lui avait planté une aiguille au bas de la colonne. Mal surtout à la vessie, comme une brûlure au ventre qui ne le lâchait jamais. Il aurait crevé plutôt que de le laisser voir. Devant lui, le sentier descendait entre deux rigoles, bombé au centre comme le dos d'une grosse vache. Des touffes d'herbe poussaient çà et là, des vieux sacs plastiques traînaient, des racines saillaient. Du fleuve invisible montait une odeur de vase et de mangrove. La marée, avait pensé Couteau. Et par-delà le labyrinthe de ruelles et les murailles du fort, il avait pu voir l'étendue grise de l'eau. Il avait pu entendre, comme s'il se promenait au bord de l'eau, les racines des palétuviers recommencer de boire le bouillon rouge et brun. Les huîtres découvertes depuis le matin s'entr'ouvrir à nouveau en replongeant dans l'eau salée. Les feuilles rondes et charnues de la mangrove reprendre vigueur. Les bancs de sable jonchés d'algues et de crevettes séchées au soleil se laissaient lentement ravaler.
sabe dos filhos femeus. Carlota, que fazia Júlia. Carlota, que fazia Júlia. Nunca não sentir rancor de ninguém. Minha destino era assim. Nunca não sentir rancor de ninguém. Minha destino era assim. Que galinha preta, nunca que a coisa se caminhe longe. Que galinha preta, nunca que a coisa se caminhe longe. Noite e noite sentindo na lua e na companhia sereno que não caiu. Dia da chica sentindo na rua, suma gravamente do papo por que minha jambacus, mamãe jambô, o vídeo que minha jambacus, mamãe jambô, o vídeo tá sentindo pena de mesquinha de lota de judão. O fácil lembrar de minha mortalidade, que água que perdi. Júlia de João Frio. Júlia de João Frio. Júlia de João Frio. Júlia de João Frio. Passé la tristesse des premiers instants, Couteau s'était senti envahi par quelque chose d'autre, comme un mélange de peine et d'excitation. Tout en lui s'était bousculé. Peut-être de savoir déjà ce que toutes les radios annonceraient bientôt à l'unisson. Peut-être aussi de sentir d'avance les regards braqués sur lui, les mains promenées dans son dos pour le consoler. Ce soir, il serait le roi. Il le savait. Cette mort de Dulce, c'était son moment, à lui aussi, c'était son heure. 30 ans avaient beau être passés, le veuf de Dulce, le vrai, c'était lui. Putain, il avait été celui-là, l'homme de la cantadura, l'amoureux de Dulce, l'élu de celle que tout un peuple appelait encore aujourd'hui par son prénom, comme une amie, une sœur. Couteau, le don di Dulce. Il avait débouché sur le goudron, pris à droite, s'était mis à longer le bitume pour remonter jusqu'au bar de Nounou. Arrivé à un carrefour, il avait vu des éclats de verre épars sur la chaussée, morceaux de ciel innombrables scintillant, senti une odeur de caoutchouc brûlé. Merde. Une sirène avait hurlé. Un convoi militaire déboulait à toute allure, forçant Couteau à se serrer sur le bas-côté. 4 jours. Encore 4 jours à tenir jusqu'à dimanche. Autant dire une éternité, à la veille d'un second tour d'élection présidentielle dans ce pays. Surtout quand le favori des urnes semblait tout désigné et n'était pas le candidat de l'armée. La première fois que Couteau l'avait vu à la télé,
C'était avec Nounou, assis tous les deux à la terrasse du bar, un soir comme les autres. Ils discutaient, la télévision allumée dans un coin. Ils avaient entendu sans y penser le jingle de l'émission du soir qui commençait, écouter le nom du type interviewé, jeter un vague regard à ses joues de politicard guère moins bouffi que celles des autres candidats, à son ventre guère moins bedonnant. Ils avaient dû faire une ou deux blagues sur sa tête de bouffeur, son ventre de bouffeur, ses bonnes joues bien grasses de bouffeur, décidé à bouffer plus encore que tous les autres, si par bonheur les urnes décidaient d'en faire le grand bouffeur en chef. Et puis le type s'était mis à parler, à dire ce que personne n'osait dire, à jeter sur la table le sujet dont la seule évocation faisait d'ordinaire d'étaler sur le champ tous les aspirants bouffeurs. Assez de l'armée, assez qu'elle décide de tout, fasse et défasse les présidents, dicte ses choix au peuple. Moins les siens en réalité que ceux des narcotrafiquants qui la tenaient, et se foutaient bien que le pays se redresse, que le marasme et le chaos refluent. S'en foutaient d'autant plus qu'ils étaient au milieu du marasme et du chaos comme des poissons dans l'eau. Rien n'étant propice aux affaires comme la désorganisation, rien ne favorisant mieux le business que l'absence de justice et de police, l'absence d'État tout court, comme chacun sait. Rien, si ce n'est peut-être le maintien d'un simulacre d'État devenu votre jouet, une marionnette qui vous sert par-dessus le marché de caution, se livre à des parodies d'enquête, commande des parodies de rapports, lance des parodies d'opérations main propre, pique même au besoin des parodies de colère contre l'emprise du narcotrafic sur l'économie nationale, histoire de donner des gages aux observateurs internationaux inévitablement ébranlés, traversés de la légitime envie d'y croire, du légitime espoir. Et si c'était vrai? Si vraiment les choses commençaient enfin à bouger un peu? Si cette satanée démocratie, dont plus personne à la fin ne sait ce qu'elle signifie, se décidait à progresser là-bas aussi? Le candidat avait dit à peu près ça. Et le con avait murmuré Nounou en fixant d'un air triste le petit écran. Le con. Ils ne le laisseront pas vivre une semaine. Le con, ils ne le pulvériseront peut-être pas ce soir avec sa voiture et sa baraque. Ils ne peuvent décemment pas. Mais dans la semaine, il sera mort. Et cela, personne ne pourra l'empêcher, avait dit Nounou. Personne. Et entendant Nounou répéter personne, Couteau avait senti croître en lui la même certitude résignée, la même tristesse déjà. Il avait regardé encore une fois le candidat qui continuait de pérorer à l'écran, signant et contresignant son arrêt de mort. Et il y a si longtemps que nous attendions cela, avait-il pensé. Il y a si longtemps que nous rêvions qu'un homme se lève et brave la peur. Et voilà qu'aujourd'hui cet homme est là. Voilà qu'ils disent que nous n'espérions même plus entendre un jour de la bouche d'un homme politique. Et c'est comme si nous n'avions plus la force de l'écouter. Plus la force de le regarder autrement que comme un fou en sursis. Un dément n'ayant plus que quelques jours à vivre. À présent, nous sommes vraiment matés, avait pensé Couteau avec tristesse. Ce qui s'appelle maté. La résignation est si profondément entrée en nous que les militaires n'ont même plus besoin de nous faire peur. Les jours suivants, le pays entier avait attendu avec anxiété, guettant les flash infos, suspendu aux nouvelles, conscient que cet affront ne pourrait pas ne pas se payer, et cher. Maintenant, le scrutin était proche. Chacun se prenait à espérer, à croire que c'était vrai. Cette fois, l'armée avait pour de bon décidé de se tenir à l'écart. Ça, c'est notre avis. Comme on est vendre plein de content. Et moi aussi. Enfant,
nacional Fumaya. Kainan tungge anini dago, nacional Fumaya. Qu'est-ce que tu fous? Tu regardes passer la Vierge ou quoi? Couteau avait tourné la tête du côté de la terrasse du Chiringuito. Sous les tôles ondulées du bar, il avait vu la silhouette rondouillarde de Nounou arrosant le sol au jet d'eau, poussant devant lui un anneau de flotte cendreuse où surnageaient de vieux mégots, des capsules de bière cristal, des osselets de porc, des bouts de gras refroidis. Keba était près de lui, affairé à tremper des morceaux de cochon dans une sauce au miel et au citron. « Au couteau, qu'est-ce que t'as? Tu dors ?» avait ri Nounou. Il avait tourné son tuyau vers lui. La gerbe était retombée à 3 cm de ses chaussures. « Mais pompe !» avait râlé Couteau. « Fais chier !»« Arrive !» avait dit Keba. « Goûte-moi ça si c'est pas bon. » Couteau s'était approché du vieux cuistot, avait trempé le doigt dans le bol de sauce. C'était sucré, poivré, piquant, acide. Un mélange foutument savoureux. « C'est bon. »« C'est bon, c'est tout !» avait dit Keba. « C'est très bon. » La terrasse du Chiringuito était déserte encore, les chaises en plastique renversées sur les tables. Le jet d'eau de Nounou gagnait lentement du terrain. Là où il était passé, le béton brillait, le sol était frais, propre. Ailleurs, des auréoles de gras et de soda renversés s'étalaient, attirant les mouches. « T'es toujours parmi d'hier soir, on dirait, » avait dit Nounou. Les cadavres des bières sifflées la veille étaient là dans un coin, emplissant une bassine noire, profonde comme un puits. Couteau avait étiré ses longs os bientôt sexagénaires, étiré au bout de ses paumes ses longs doigts. Il avait poussé un soupir de chien coupé dans sa sieste. « Tu m'as assassiné avec tes tournées. J'espère qu'il te reste un peu de jus quand même, parce que ce soir, faut que ça pète. » T'inquiète mon pote, avait fait Couteau en se marrant. Pour péter, ça pètera. Regarde-le bien une dernière fois ton bar, c'est tout ce que je peux dire. Ce soir, on te pulvérise. Nounou avait ostensiblement regardé les piliers de métal rouillés qui soutenaient le toit de tôle ondulé, ostensiblement scruté les petits trous de lumière au point de fixation des rivets et la dalle de béton sous ses pieds et les 2 marches faites pour servir d'estrade. Zut, il était pourtant pas mal ce fichu rade. Pulvériser les rafios, le Mama Jumbo avait donné. Couteau revoyait leur tout premier concert, avant l'arrivée de Dulcie, avant l'arrivée même d'Achuchi. Entre toutes les soirées, leur préférée était celle du Sporting. Les grandes casseroles de feijoada sentaient bon. L'équipe de foot gagnait presque chaque semaine, les gens étaient contents. Au début, le Mama Jumbo n'avait pas la tête d'affiche, seulement le second rôle. Mais est-ce que ce n'était pas la consécration déjà, de jouer après le Cobiana Jazz du grand José Carlos Schwartz? Pour eux tous, Zé Carlos était le père. Il avait été le premier à mêler répertoire traditionnel et guitare électrique, le premier à abandonner le portugais pour se mettre à chanter en créole, le premier aussi à se voir condamné au bagne par les Portugais, comme un symbole, déporté pendant des années au pénitencier de Diu de Galinha, l'île des Poules, au large de Bissau. José Carlos chantait le courage des guerrieros, la tristesse des mères en deuil, la douleur de perdre un camarade de maquis. Il chantait « Estin Muri, celui-là est mort. Estin Muri cinco di Parmania. Celui-là est mort à 5 heures ce matin. C'était un des nôtres, c'était un brave. » Il chantait « Mingel di Panopleto, cabuccio la pena. Femme voilée de noir, ne pleure pas, non, ne pleure pas ta peine.
Il avait la même barbe que le Che qu'on venait d'assassiner en Bolivie. Comme le Che, il n'allait pas tarder à mourir prématurément, à 32 ans à peine, aidé selon toute probabilité par la CIA lui aussi. Son avion pour la Havane, victime d'une explosion en vol, alors qu'il venait d'être nommé ambassadeur à Cuba. José Carlos avait de la gueule, c'était le moins qu'on pouvait dire. Et le nom de son groupe aussi en avait. Cobiana, du nom d'un village irréductible des forêts de Canchungo, l'un des seuls que les Portugais n'aient jamais réussi à prendre, jamais réussi même à approcher en 8 ans de guerre. Le fétiche de Cobiana s'appelait Mama Jumbo. Couteau et les autres avaient bondi quand l'idée de ce nom leur était venue. Maintenant, c'était presque un gag. En invitant le Mama Jumbo les mêmes soirs que le Cobiana, les organisateurs du Sporting faisaient coup double. Ils avaient le village et son fétiche. José Carlos et ses musiciens jouaient 1h30, s'arrêtaient pour manger. Couteau et les autres montaient sur scène, branchaient leurs instruments, commençaient poliment par une reprise de leur aîné, et puis ils les attaquaient. Les gens les trouvaient doués, s'enthousiasmaient, répétaient « ils ont quelque chose, ces gosses », rigolaient d'entendre Zé sans le voir, si petit qu'il avait beau se tendre du haut de ses 15 ans sur son tabouret pour regarder par-dessus les fûts et les cymbales de sa batterie. Il passait les 3/4 du concert planqué. Couteau et les autres brossaient les clients dans le sens du poil, reprenaient tout ce qu'il était possible de reprendre pour leur faire plaisir, façon jukebox, de James Brown à Jimi Hendrix, de Love Me Tender à Guantanamera et la bicicleta, revisité à la sauce afro-créole. On ne pouvait pas dire que ça révolutionnait l'histoire de la musique, mais du moment que les gens étaient contents. Et puis Achuchi était arrivé. Les gars, vous ne voulez pas qu'on arrête les States, Cuba, toutes ces chansons apprises par cœur sans les comprendre? Vous ne voulez pas qu'on fabrique un son à nous, des chansons qui nous appartiennent, parlent de notre pays, de nos vies, en parlent dans notre langue, le créole? Achuchi ne chantait pas, ne jouait d'aucun instrument, à peine quelques accords de guitare.
Toujours les mêmes, si tu regardes bien. Toujours la mineur, sol, s'amusaient les autres, qui ne l'en admiraient pas moins. Il revenait de la guerre du Mozambique, l'avait faite côté portugais, sans grand enthousiasme. Tellement peu d'enthousiasme qu'il avait passé son séjour à écrire des poèmes révolutionnaires anti-portugais, et en était revenu remonter comme un coucou. Atchouchi s'était mis à jeter des paroles sur le papier, accompagné d'un début d'air que les autres développaient au pied levé, Tundu à la guitare, Armando aux percussions, Chico à la basse. Dulce les avait rejoints peu de temps après. Ça avait été le début. En quelques semaines, quelques mois, l'envol, un son à eux. Une façon de laisser planer les notes dans le lointain. Un rien de sonade immédiatement reconnaissable. Et le téléphone qui s'était mis à sonner tous les jours. Les stades qui, partout, s'étaient remplis pour eux. Se rappeler la fois où la petite troupe avait reçu la visite surprise d'Amilcar Cabral en personne, de passage dans leur zone. Il avait revu le messager et accouru les prévenir la veille au soir, alors qu'ils étaient presque couchés déjà. Cabral va venir. Cabral sera là demain pour la revue.
l'excitation mêlée de frayeur qui s'était emparée d'eux tous, comme si c'était la révolution en personne qui allait paraître devant eux. Le matin était arrivé et ils s'étaient levés à la même heure que d'habitude, avaient comme d'habitude fait leur toilette, pris leur bol de café, entamé leurs exercices. Gomez ne s'était montré que vers 10 heures bien sonnées. « On ne prépare rien, mon capitaine ?» avait risqué un gars. « Pourquoi faudrait-il que nous préparions quoi que ce soit ?» avait répondu Gomez. « Est-ce que nous ne sommes pas prêts 24 heures sur 24 ?» Cabral était arrivé accompagné de 2 hommes en jeep, portant le même bonnet de laine que sur toutes les photos connues de lui, les mêmes lunettes d'intellectuel, la même barbiche intransigeante sous un visage dont la douceur autrement aurait pu être de femme. Tous les gars s'étaient raidis, plantant leurs bottes dans le sol comme s'ils avaient voulu le défoncer, tenant le plus impeccable garde-à-vous de leur vie. Gomez avait marché à la rencontre de Cabral, l'avait salué comme un camarade, chaleureusement, sans déférence excessive, l'avait remercié de faire à ses hommes l'honneur de cette visite, l'avait invité, lui et ceux qui l'accompagnaient, à faire le tour du camp. Tout cela si simplement, avec une telle absence de cérémonie, que Couteau se rappelait n'avoir pu s'empêcher d'écumer. « Commandant, t'es bordel. Le commandant est chez nous, en personne. » C'était Cabral qui avait initié cette guerre. C'était Cabral qui, depuis des années, arpentait le monde pour recueillir le soutien de pays toujours plus nombreux. Cabral qui parcourait le territoire en martelant partout que la lutte ne serait rien si, après la victoire, le pays ne tenait pas debout. Si chacun ne se mettait pas déjà au travail, n'apprenait pas à lire et à écrire, ne commençait pas dès maintenant à défricher la terre, à planter du riz. Quand nous aurons notre pays et que notre peuple ne saura ni lire ni écrire, nous n'aurons encore rien, avait dit Cabral. Et aussi cette phrase, si l'un de vous porte un fusil et un autre un outil, le plus important des deux est celui qui a l'outil. Un camarade Balance avait assisté à la venue du commandant dans son village quelques années plus tôt, alors que la guérilla n'en était encore qu'au tout début. Il avait raconté la scène à Couteau et à tous les autres. Cabral, invité à manger chez le doyen du village, un petit vieux dont la femme et les filles avaient cuisiné toute la matinée. Et Cabral qui avait regardé son assiette et regardé le vieux. « Mais papa, il n'y a même pas de viande dans ton plat. » « Je suis désolé, » avait dit le vieux devant tout le village. « Du riz et de l'huile rouge, papa, c'est tout. C'est ça que tu me sers après les kilomètres que j'ai fait pour venir te voir. Tu pouvais pas me mettre un peu de poulet au moins. » Le vieux avait eu mal à son amour-propre de Balante, pour qui l'hospitalité était la chose la plus sacrée qui soit. « Je n'ai pas de poulet, » avait-il dit en regardant le sol. « Ah bon, tu n'as pas de poulet, toi, le doyen de ce village. Tu as travaillé toute ta vie et tu n'as même pas un pauvre poulet à servir à tes invités. Puis tu as travaillé pourquoi alors? » « J'avais des vaches et des cochons, » avait dit le vieux, « mais je n'avais pas d'argent pour payer l'impôt. » Alors les Blancs ont pris les vaches et les cochons. « Mais ça te plaît ce qu'ils font, les Blancs ?» avait demandé Cabral. « Ça ne me plaît pas, mais qu'est-ce que je peux faire ?» avait dit le doyen. « Ils sont forts. Ils sont forts tant que nous ne le sommes pas plus qu'eux, » avait dit Cabral. Le soir, il avait enregistré 20 recrues, la moitié des hommes du village. Viva PGC, 24 festa no Boi, de setembro, mês de
no cobiço. Marina de boi heroica, em janeiro, mês de gosto, que lembra que consolou, setembro vitorioso. Em janeiro, mês de gosto, que lembra que consolou, setembro vitorioso. Amilcar Cabral, viva PCC, Marinha de boi se junta, inibição sempre realidade, história no clube se desceu, de janeiro, mês de gosto, e lembra que consolou, setembro vitorioso. Janeiro, mês de justo, que lembra que consolou, setembro vitorioso. Esperança contra caçado, na arma não pega, cedo não ganha, papinha na flama no cobiça, a latia sempre morena, soca na pincha. Amilcar Cabral. Do Limaria, na mão de colonialista, como não ter esperança não quero botar, sempre cabeça levantado até vitória final. Como não ter esperança não quero botar, sempre cabeça levantado até vitória final. Esperança contra caçado, na arma não na pega, cedo não na ganha, papinha na fila na pubisão, a latia sempre morena, sopa no pincha. Une fille était passée. La moitié de leur âge, épaules nues, bras fins, et de longues jambes, au-dessus desquelles son petit cul serré dans un short en jean dansait. Un petit couteau à Miguelinho. Il avait senti un pincement dans sa chair, s'était mis à penser au temps enfui, à la vie qui foutait le camp, à sa vessie et son vieux dos qui lui faisait mal. Et puis, il avait vu la fille ralentir le pas, s'arrêter presque, faire un sourire à Miguelinho. Plus qu'un sourire, un grand salut de la main qui se foutait bien de savoir si Miguelinho était seul ou pas, si le quartier entier pouvait les voir tous les deux ou non. Elle passait devant son Miguelinho et la terre s'arrêtait de tourner. Miguelinho s'était marré comme un gamin. « C'est Astou !» Il l'avait regardé s'éloigner. À présent, chaque roulis de sa taille n'était plus simplement offert au ciel comme le souffle du vent et le bercement des palmes. Il leur était offert à eux. « Regarde-moi bien, Miguelinho », disait chacun des pas d'Astou. « Regarde-les bien, ces longues jambes chéries, ces épaules aimées, ce cul adoré. Regarde tout ça et fais-le bien rentrer dans ta petite tête, que ça n'en ressorte jamais. » Pourquoi ils ne comptaient pas ça dans leurs maudits indices de prospérité, les économistes du monde entier? Pourquoi ça n'entrait pas dans leur foutu classement censé mesurer le bonheur des uns et des autres? Mieux que ça, le développement humain, puisque leur arrogance ne reculait pas devant ces mots. L'élégance des hommes et des femmes, la splendeur des coiffures, la richesse des parfums, la sûreté du goût de chaque habit, chaque coupe, chaque broderie, le désir qui se rallumait à la moindre promenade en ville, vous rappelant toujours à la vie. Ici, même le dernier train de savate du marché avait la silhouette altière, l'allure noble. Pourquoi
Pourquoi on ne classait pas les pays en fonction de ça aussi? L'habilité des gens à se vêtir, à préparer leur corps pour les autres, à l'offrir au regard sans gêne ni geste superflu, toujours soigné, toujours parfumé, lavé à grande eau après chaque suée, chaque effort, frotter de cet éternel savon brun dont la pâte mal dégrossie griffait la peau, la réveillait, l'imprégner de cette odeur de propre qui ensuite ne la lâchait plus, même enduite des onguents les plus entêtants, même rincée 1000 fois comme les feuilles des arbres brillantes après la pluie. Et comment c'était meilleur de faire l'amour ici. Comment il faisait toujours chaud, humide, tout le temps la température de la moque, la baisse. Est-ce que ce n'était pas de l'indice de bonheur à prendre en compte, ça? Cabral porta-mano, seu pai suicida, ma passe em comando, o fluxo de la pulmonia. Yode, ah, yode, ah, Carvalho Muris de Guiné, Cabo Verde, sou um babega na mão, do fundo na Jocovi, é bem para o comando, amigo e filho de João, a Bia Deus, amigo de Japão. Yode, Il te reste pas du crédit par hasard, avait demandé Couteau. Je me dis qu'on pourrait appeler Malan. Miguelinho avait acquiescé en pensant à leurs copains perdus tout là-bas dans le froid, quelque part au beau milieu d'une banlieue parisienne. Vas-y, toi, tu veux pas? Appelle-le toi. Une voix avait répondu au bout du fil, claire, enjouée. Miguelinho, c'est toi? Couteau avait ri d'entendre Malan par-delà les milliers de kilomètres, de pouvoir l'imaginer assis quelque part dans sa ville, là-bas, au milieu des immeubles parisiens, et du goudron, et des cafés à grandes vitrines, et petites tables rondes cerclées de fer. C'est pas Miguelinho, c'est Couteau. On est tous les deux sur la terrasse, on pensait à toi. Qu'est-ce que tu fous? T'es où, gros naze? Au foyer, avait dit Malan. Avec des copains, on boit du thé. Il fait froid, je parie. Vas-y, t'as combien de kilos de manteau sur les épaules, là? Raconte. Malan avait ri. Ah, les gars, je me calerais bien dans une chaise avec vous. C'est pas trop la foire avec les élections, ça va? Je lis les infos sur Internet, ça a pas l'air d'aller fort. Ça va, t'inquiète. Vous gérez? On gère. Ah, c'est bon de vous entendre. Couteau avait hésité. On a une mauvaise nouvelle à t'annoncer maintenant. La voix au bout du fil s'était tue. Il l'aurait presque entendu se recroqueviller, se crisper par réflexe dans l'attente du coup. Pauvre Malan, pauvre émigrés tous,
qu'on n'appelait jamais que pour leur annoncer des décès, des coups d'état, des accidents. Attends, je sors. J'entends rien ici, tout le monde parle. Dulce est morte, Malan. Qu'est-ce que tu dis? Dulce est morte. La voix avait soufflé très fort pour essayer de rester calme. Malan, ça va? Ça va. Couteau avait essayé d'imaginer, tout seul là-bas, loin de tous depuis combien d'années à présent. Profitant d'une tournée, ils avaient été le voir 2 ans plus tôt. Ils s'étaient serrés fort en se retrouvant. Malan avait bonne mine. Il était beau, rasé de près, une casquette en tweed, un blouson de cuir dans lequel il faisait presque parisien chic. Toujours le Malan qu'ils avaient connu, noble, fier, sentant bon, ne se plaignant jamais de rien. Leur interdisant de mettre la main à la poche, « Ici, vous êtes chez moi, oh !» les arrosant toute la soirée de tournée. Couteau et Miguelinho lui avaient demandé s'il en chiait pas trop. Il les avait regardés dans les yeux en riant de son rire de lion, avait redemandé 3 calvas, une habitude attrapée à flair, où il avait passé 7 ans à transmahuter des carcasses de bœufs, de camions frigorifiques en chambre froide. Et comment que j'en chie? Comment je pourrais faire autrement qu'en chier? Il leur avait raconté l'accueil que lui avaient réservé au début les chanteurs déjà installés. Le tabac qu'il avait fait la première fois qu'un frère sénégalais l'avait appelé au micro dans un restaurant de Saint-Denis, faisant se lever la salle entière, entraînant tout le monde dans un goumbé comme le patron et les clients n'en avaient plus vu depuis des années. Belles ovations de sa vie, comme autant d'audibles. Vous auriez vu ça, les gars. Tout le monde debout, criant mon prénom. Les gens demandant « C'est qui ce type? D'où il vient? Pourquoi on l'entend jamais ?» Le patron prenant mon numéro, les guitaristes et le frère sénégalais m'enlaçant. Il avait payé son succès cash. Les autres musiciens ligués dès le lendemain contre lui, ne lui adressant plus un mot, ne faisant plus le moindre effort pour afficher au moins la générosité de façade des premiers jours. Il avait continué à venir à quelques concerts les semaines suivantes. Le Sénégalais l'avait salué d'un air gêné. Le patron du restaurant s'était esquivé. Plus personne n'avait prononcé son nom. Plus aucun chanteur n'avait eu pour sa présence, ne serait-ce qu'une de ses déclarations convenues, un de ces hommages de pure forme qui ne mangent pas de pain et dont raffolent d'ordinaire les musiciens. Et s'il vous plaît, maintenant je vous demande d'applaudir un grand monsieur de la musique qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Je vous demande d'applaudir Malan, lead vocal du mythique Super Mama Jumbo de Guinée-Bissau. Une de ces phrases toutes faites qui ne coûtent rien et que même vos pires ennemis ont en général pour vous au moment de remercier le public, ne serait-ce que pour déjouer les soupçons de mesquinerie. Couteau et Miguelinho l'avaient entendu inspirer une longue rasade d'air pour se calmer. Malan leur aîné, leur diaton, comme il l'appelait en mandingue, notre lion. Ça va, grand? Ça va, les gars, ne vous inquiétez pas. Les 4 heures à causer avec lui dans le petit bar de Montreuil avaient été belles mais rudes. Auprès d'eux, c'était comme si son blindage se fissurait, comme si s'effondraient d'un coup toutes les défenses dont il avait lentement appris à s'armer pour étouffer en lui cet appel qui devait sans cesse revenir le tarauder. Et pourquoi pas rentrer? Pourquoi pas retourner vivre là-bas où j'ai tout, où je peux recommencer à chanter demain si je veux, redevenir en une semaine le Malan qui enflammait les stades. Il leur avait raconté le coup de fil reçu le soir de la mort du dernier président, proche d'un de ses oncles. Comment il avait appris la nouvelle le matin comme tout le monde, aux infos. Et puis comment, quelques heures après, il avait reçu un appel d'un des secrétaires d'État, chargé par la veuve du président de le prévenir personnellement. Le type était jeune et se demandait qui était ce Malan installé en France à qui on faisait l'honneur d'un coup de fil exprès.
Il s'était mis à lui poser des questions, à s'étonner des réponses de Malan. Ah bon, il avait été chanteur du Mama Jumbo. Ah bon, c'était lui, la voix qu'on entendait dans Sol Mayor para Comandante, qui avec ses 17 minutes, retraçant la vie du grand Cabral, était presque devenu un deuxième hymne national. Le type avait hésité d'abord, s'était méfié, avait fait jurer plusieurs fois à Malan qu'il n'était pas en train de se foutre de sa gueule. Ce n'est pas une blague, vous n'êtes pas en train de m'enfariner, c'est sûr, avait-il demandé. Et alors il s'était emballé. C'est dingue, avait-il soufflé. Pensez que le type qui chante ça existe pour de bon, et même encore vivant. Pensez que c'est vous, c'est dingue, avait-il répété. Est-ce que Malan se rendait compte que cette chanson était un monument maintenant, avait demandé le type, qu'il n'y avait pas une fête nationale, pas une réception officielle dans le pays sans qu'on l'entende, pas une investiture ni un deuil national sans que toutes les radios et les haut-parleurs de la ville la diffusent en continu. Est-ce que tu sais seulement que la ville entière t'écoute depuis ce matin, avait insisté le type, que tu es partout, que même le dernier des gamins ici connaît ta voix par cœur, a grandi avec elle, pourrait chanter par cœur les 17 minutes du morceau avec toi. À mesure que l'euphorie le gagnait, il s'emportait. C'est dingue, répétait-il, sans plus se rendre compte de ce qu'il disait. Jusqu'au moment où il avait laissé échapper cette phrase que Malan leur avait rapportée au mot près. Je l'entends encore, avait dit Malan, aussi nettement que si c'était hier. Je n'ai jamais cessé de l'entendre depuis ce jour. Et moi qui étais sûr que celui qui chantait ça était mort depuis longtemps. Mort et enterré 10 fois. Manon n'avait rien répondu. Il y avait eu un silence. La voix au bout du fil avait toussé d'un air gêné avant de continuer. Était revenue à un vouvoiement plus prudent. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant? À quoi Malan avait répondu, je continue. Vous continuez, c'est-à-dire, avait demandé l'autre. Je continue, c'est-à-dire que je chante toujours, avait répondu Malan. Ici c'est dur, mais je continue, je compte toujours enregistrer bientôt un album. L'attaché présidentiel avait demandé si Malan jouait souvent, si les gens le connaissaient en France. Malan avait répété, c'est dur ici, tu sais. Notre tatouria, on se débrouille. À quoi l'autre avait répondu en s'insurgeant, faisant presque de son succès une affaire personnelle à présent. Comment ça, le tatouria? Comment ça, un trésor national comme vous se débrouille? Comment a-t-on pu laisser faire ça? Après 2 ans à goûter au pouvoir, il était évident que l'autre n'avait plus tellement l'habitude de voir quoi que ce soit lui résister. Alors avec cette même absence de vergogne qui devait lui faire regarder comme normal à présent que l'État mette la main à la poche chaque fois qu'il jugeait bon de soutenir le projet d'un parent ou d'un cousin, de même, il avait lâché cette proposition qu'il avait sans doute voulu généreuse. Donnez-moi votre accord et je vous fais tout de suite virer 10 millions. 15 000 €, est-ce que ça vous dirait? Avait-il lâché d'un ton fier de son idée. Non, ne dites rien, réfléchissez d'abord. Demandez-vous si le pays, d'une certaine façon, ne vous les doit pas. Si ce ne serait pas la moindre des choses après tout ce que vous avez fait pour nous. 15 000 €, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, Malan avait dit non. Et bien sûr, l'attaché présidentiel avait raccroché, vexé, passablement furieux même, leur avait raconté Malan. Je lui ai dit non, et ce con s'est presque foutu en rogne. Avait-il ri en levant son verre de calva pour trinquer à ce refus aux allures de baroude, de ruade. Ce refus qu'il avait peut-être ressassé depuis, et dont le plus probable est qu'il n'avait cessé, au contraire, de se réjouir. À l'époque, je croyais encore à la possibilité d'enregistrer un album entier avant de rentrer au pays, avait continué Malan, en souriant de lui-même, parlant sans plus s'arrêter à présent, monologuant presque. J'étais encore cette espèce de rêveur que j'aurais bien voulu rester, mais que je ne suis plus, il faut se rendre à l'évidence, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus un album entier que je veux faire, mais simplement 2 titres. 2 morceaux que j'enverrai aux radios dès qu'ils seront prêts, et que les gens là-bas entendront avant mon retour, que ma musique me précède, que tout le monde sache que je continue, que Malan n'est pas mort. Ces mots qu'il avait lâchés sans lever les yeux, que Malan n'est pas mort. 2 morceaux qui pèteront le feu, et alors je rentrerai, avait-il dit.
Promesse dont Couteau n'avait pu s'empêcher de juger aussitôt la réalisation hautement improbable. Pensant avec peine, Malan ne reviendra donc jamais, ne reverra pas son pays. Malan, le grand Malan qui chanta Diato et Sol Mayor pa Comandante, et tant de nos plus fameuses chansons, va donc finir seul dans cette ville qui nous a déjà pris une choba, mort de solitude et d'alcool. Cette ville pleine de rêves fracassés, d'espérances fourvoyées. Cette ville à laquelle seul John aura donc survécu, car John est guitariste, et que les guitaristes, s'ils sont talentueux comme les John, ne crèvent tout de même pas aussi facilement que les chanteurs, même les meilleurs. Là-dessus, les dieux de la musique sont absolument injustes, se rappelait-il avoir pensé. John, guitariste de génie, s'en était sorti à Paris, s'était dit Couteau. Tout comme Tundu, guitariste de génie, s'en était sorti à Lisbonne. Cependant que Choba, chanteur éminemment doué pourtant, avait échoué. Comme il ne pouvait de toute façon qu'échouer, avait-il pensé. Pour la bonne raison qu'un chanteur même excellent est tout ce qu'il y a de plus simple à détruire. Il suffit pour cela de l'empêcher de chanter, de le priver du micro et d'attendre. Les années passent et inéluctablement le chanteur dépérit. À la fin, il meurt tout simplement. Pas seulement le chanteur en lui, mais l'homme tout court. Il meurt pour de bon, comme Eman Choba, s'était dit Couteau, de mutisme et de silence, plus encore que de quoi que ce soit d'autre. Une semaine après le rendez-vous dans le bar, Malan était parti à Lisbonne, gravé avec Tundu les 2 morceaux promis, comme pour faire la nique à Couteau et à tous ses mauvais pressentiments.
bout de la rue, le chiringuito brillait comme une bonbonnière. Les ampoules de couleur étaient allumées, Couteau pouvait les voir maintenant, égayant la nuit. Bien avant la lumière, il avait perçu le bruit, reconnu au loin les notes de guitare de Dissan Nambera. Il avait hâté le pas. De seconde en seconde, les voix lui étaient parvenues plus nettes. Il avait deviné la liesse du public au bout de la rue, senti croître en lui l'excitation, monter dans ses jambes et dans tout son corps. L'impatience maintenant de retrouver les autres, d'être à côté d'eux sur scène. Passé le petit kiosque bleu, il avait vu les centaines de silhouettes passer autour du toit de tôle, la plupart agglutinés autour de la petite estrade, d'autres cantonnés à des postes d'observation plus éloignés, bord de goudron, margelle de caniveau, capot de voiture. Il avait vu les sourires au visage, entendu les battements de mains, les batailles de cris. Il était passé entre les tables, avait aperçu Nounou radieux, reçu de tous côtés des bourrades affectueuses. Alors grand, c'est à cette heure qu'on arrive. Qu'est-ce que tu foutais? Tout le monde te cherche. Et puis il avait vu Esperanza de dos, appuyée contre une table, tout près de l'orchestre. Il l'avait vu battre des mains et lancer par moments une acclamation aux musiciens, se lever au refrain, se mettre à danser. Il l'avait enlacée par derrière, s'était collé contre elle. Elle avait ri. Couteau, tu m'as fait peur. Elle avait tourné le visage vers lui en continuant de remuer doucement du bassin. Sa bouche s'était ouverte. Ses lèvres étaient chaudes, son souffle très chaud. C'était bon. Esperanza mi terra, Esperanza la terre. Esperanza mi chon, Esperanza mon sol. Du haut de l'estrade, Zé l'avait vu, serré contre Esperanza. Et sans que son visage trahisse la moindre surprise, ses mains s'étaient mises à rouler de la caisse claire, à rouler très fort, comme avant l'entrée en piste d'une vedette. Couteau avait senti le feu monter en lui. Il savait que Zé était capable d'aller encore un bon moment crescendo, alors il avait attendu. Et tout le public s'était demandé ce que Zé annonçait comme ça. Quel coup de canon allait partir. Toutes les têtes s'étaient hissées pour voir, tous les yeux avaient cherché. Et Couteau, pour répondre à l'appel, avait fini par lever un bras, par lever l'autre, pour que tout le monde le voie. Il avait levé les bras comme un boxeur qui va monter sur le ring, et s'était mis à trottiner en cercle devant l'estrade, à fouler de plus en plus rythmé, crescendo lui aussi, entouré de cris survoltés. Il s'était rappelé avoir vu son pote, le chanteur Athanasio, faire ça 3 semaines plus tôt, et s'être demandé s'il lui serait jamais donné de frimer aussi éhontément. Aurais-je jamais droit à une entrée pareille, avait-il pensé. Et voilà que 3 semaines plus tard à peine, c'était son tour. Je vais te la faire péter ta salle, répétait tout haut Athanasio, en courant de plus en plus vite en cercle. Et c'était exactement ce que pensait Couteau à présent. On va tout te faire péter, mon nounou. Tu nous as demandé d'envoyer la dynamite, mon vieux, tu vas être servi. Il avait couru de plus en plus vite en rond. Et atteignant enfin son comble, la batterie de Zé s'était bloquée pile au moment où ses pieds s'étaient soulevés, propulsé par le plus formidable bond de cabri qu'ait jamais fait vieux de son âge. Et porté par la respiration suspendue de tout le public, il était resté un temps interminable en l'air. Enfin, il était retombé. Et on aurait dit que l'impact de ses pieds ranimait l'orchestre, le faisait redémarrer en trombe, rugir plus fort que jamais. Les autres criant dans le micro « Couteau !» Le public s'était levé d'un seul homme. Ceux qui connaissaient Couteau, hilar. Ceux qui ne le connaissaient pas, se demandant avec un sourire béat qui pouvait bien être ce vieux qu'on accueillait comme ça. Il y a des soirs où quand tu joues, avait dit autrefois Couteau dans une interview, tu sens que ton esprit s'en va se promener. Tu es tellement bien que tu t'en vas, ton esprit part faire un tour ailleurs, s'en va visiter l'esprit des autres musiciens, visiter les visages des spectateurs qui sont là, tout près de toi, en train de sourire,
Tu sens que c'est bon. Tu ne penses plus à rien. Tu n'écoutes plus ce que font tes doigts. Tu regardes simplement ceux qui jouent à côté de toi et tu vois le sourire sur leur visage. Tu n'as même pas besoin de leur parler. Simplement, tu sais. Tu vois qu'eux aussi savent. C'est très bon. Ce soir-là avait été un de ces soirs. L'esprit de Couto s'était promené, était parti faire un tour, visiter l'esprit de Miguelinho, visiter l'esprit de Zé. Les sourires sur leur visage à tous n'avaient plus été les sourires de Couto, ni de Miguelinho, ni de personne. Simplement des sourires de corps qui étaient bien. Cela avait duré 5 minutes, et puis 8, et puis 10. Et puis Couto et Miguelinho et les autres avaient bien dû se rendre à l'évidence. Admettre que cette chanson-là ne serait pas facile à terminer. Ils avaient essayé de ralentir pour marquer la fin, comme on le fait dans ces cas-là, essayer de chanter le nom de Dulce dans le micro pour la remercier, tout là-bas où elle était maintenant. « Obrigado, Dulce !» criaient si fort qu'on avait dû entendre leur voix jusqu'à l'autre bout de la ville. Mais même cela n'avait pas marché. Les gens étaient revenus au premier couplet, avaient redoublé d'entrain comme pour dire « Non, non, la chanson de Dulce ne mourra pas !» Et bientôt Couto et les autres n'avaient plus d'autre solution que de s'arrêter et de rester là, abasourdis, à regarder les visages, continuer de chanter à tue-tête autour d'eux. Onde é que
chanson que je viens de chanter, je l'ai écrite en 1999. Il y avait la guerre civile en Guinée-Bissau. Et comme mon pays, où nous on a fait la lutte de libération, pas comme Sénégal, Mali, que France a accordé leur indépendance normalement, mais nous on a combattu pour avoir notre indépendance. Et quand il y avait la guerre civile, je disais dans ma tête, comment c'est possible? L'arme qui a libéré le peuple, cette arme, on l'a encore. Comment je peux expliquer ça? Ça retourne contre son peuple. Voilà en gros ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette chanson. Mais je n'avais pas moyen de le faire arriver au pays le moment qui était nécessaire. Et j'étais toujours avec moi et j'ai la chance de toujours. Merci beaucoup. E ti sero si pali, le babumba pala, e da così pula, ti sero si pali, e tu caros di anjo, tu caros branco sono finale di e la lupi e la faço oferta, ma punta caldia, o samba suca pra cima. E ti cielo simpali, e leva un papalè, e leva un simpalè, e ti sembri giunti. É bingo caras de anjo, é bingo caros brancos, brancos uma finados, finados de Vietnã. É na lupi, é na faça oferta, uma punta caldia com samba suca pra cima. On se donnait rendez-vous à la mairie de Montreux. Il m'a offert un bouquin. Et quand j'ai dit, comment ça se fait quelqu'un, par exemple en français, que je n'attendais pas sur un bouquin parlant de Mama Jumbo. Mama Jumbo, c'est quoi, comme il vient de dire tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un village qui s'appelle Kobiana. Et dans ce village, il y a un bois sacré qui s'appelle Mama Jumbo. Donc, Zekal a pris le prénom du village et nous, on a pris le prénom de ce bois sacré, Super Mama Jumbo. Ben, c'est ça, Mama Jumbo, c'est quoi? Je voulais qu'on chante quel morceau? Vous connaissez pas le morceau? C'est plus à 17 minutes. Il faut dire une chose, c'est que la dernière chanson, enfin pas la toute dernière, mais celle cette chanson-là très lente, c'est une chanson à la différence des autres qui sont des chansons du Mama Jumbo, des chansons historiques du groupe. Celle-ci est de Manan. C'est une chanson qui n'existe sur aucun album parce que voilà, on peut l'entendre que comme ça, que quand Manan la chante, elle est absolument pas enregistrée. C'est peut-être celle-ci qu'il faudrait écouter.
libertação. Aos que não pude contar bem chiquiti, se arma de libertação, não mata meninos de libertar. Caracado não leva bem chiquiti, se arma de libertação, não mata povo de libertar. Quero lutar, ser camarada, luta camarada. Je fais quoi? Ça me touche vraiment. Merci. São pas suicidaires, ma pensée comment Ok. Merci Dernière chose, comme j'étais livreur, je ne voudrais pas dire qu'il y a un livreur dans la salle. Il y a un libraire avec les livres dans la salle.